En 1965, c'était un rocher humide, un port commercial en déclin sans terre, sans eau, sans ressources. Un pays si petit et si fragile qu'on ne lui donnait pas une décennie à vivre. Aujourd'hui, son horizon est une forêt de gratte-ciel futuriste. Son produit intérieur brut par habitant a explosé, passant de moins de 500 dollars américains à plus de 80 000, dépassant celui de ses anciens maîtres coloniaux et même des États-Unis. C'est l'histoire de Singapour, le miracle économique le plus spectaculaire du XXe siècle. Mais derrière les façades de verre et d'acier se cache une formule. Une formule mêlant génie stratégique, contrôle autoritaire et ingénierie sociale à une échelle jamais vue. Une formule si efficace et si brutale que personne d'autre n'ose la copier. Quelle est cette recette secrète? Et surtout, quel est le prix à payer pour une telle richesse? Pour comprendre le présent de Singapour, il faut revenir à son acte de naissance. Une expulsion. Le 9 août 1965, la cité-État est chassée de la Fédération de Malaisie. Son leader, Lee Kuan Yew, annonce la nouvelle à la télévision, en larmes. Il ne pleure pas de joie, mais de peur. Son pays est seul, entouré de voisins potentiellement hostiles, sans armée, sans industrie et déchiré par des tensions raciales entre les communautés chinoises, malaises et indiennes. C'est un scénario de faillite annoncé. Pour Lee Kuan Yew et son équipe, la survie n'est pas une option, c'est une obsession. Ils comprennent que les règles traditionnelles du développement économique ne s'appliquent pas à eux. Ils n'ont pas le temps pour la démocratie chaotique ou le laisser-faire économique. Ils doivent construire une nation à partir de rien et ils vont le faire par la force, la discipline et une vision à très long terme. Le premier pilier du miracle et le plus controversé fut le contrôle politique absolu. Lee Kuan Yew a forgé un pacte non écrit avec son peuple, abandonné une partie de vos libertés individuelles, et en retour, je vous donnerai la sécurité et la prospérité. Son parti, le People's Action Party, a rapidement neutralisé toute opposition politique. Les syndicats ont été matés, la presse mise au pas et les dissidents emprisonnés ou contraints à l'exil. Ce n'était pas une dictature au sens classique, mais un système autoritaire paternaliste. L'État se voyait comme un père sévère mais juste, qui savait mieux que ses enfants ce qui était bon pour eux. Cette stabilité de fer, bien que critiquée en Occident, est devenue le principal argument de vente de Singapour. Dans une Asie du Sud-Est instable et en proie au conflit, Singapour offrait une garantie précieuse aux investisseurs étrangers. Votre argent sera en sécurité ici. Mais pour attirer les milliards, la stabilité politique ne suffisait pas. Il fallait un appât. Un appât si puissant que les plus grandes entreprises du monde ne pourraient pas y résister. Singapour a déroulé le tapis rouge au capital international. Ils ont créé un environnement fiscal d'une simplicité et d'une attractivité redoutable. Un taux d'imposition sur les sociétés parmi les plus bas du monde, aucune taxe sur les plus-values, aucune taxe sur les dividendes. En quelques années, l'île s'est transformée en un gigantesque aimant à capitaux. Les multinationales américaines, européennes et japonaises y ont installé leurs sièges régionaux. Non seulement pour les avantages fiscaux, mais aussi pour la main-d'œuvre disciplinée et de plus en plus qualifiée. Singapour n'a pas attendu que les entreprises deviennent, elle est allée les chercher avec une stratégie commerciale agressive, se vendant comme la porte d'entrée parfaite vers l'Asie. Le troisième pilier est peut-être le plus fascinant et celui qui est vraiment impossible à copier. L'ingénierie sociale à grande échelle. Le gouvernement ne s'est pas contenté de gérer l'économie. Il a décidé de façonner la société elle-même. Le logement en est l'exemple le plus frappant. Le Housing and Development Board, ou HDB, a été créé pour résoudre une crise du logement catastrophique. Mais son rôle est allé bien au-delà. En construisant des logements publics de haute qualité pour plus de 80% de la population et en facilitant l'accession à la propriété, l'État a donné à chaque citoyen un intérêt direct dans la réussite du pays. Posséder son appartement, c'était posséder une part du miracle singapourien. De plus, des quotas ethniques stricts dans chaque immeuble ont été imposés pour forcer l'intégration et prévenir la formation de ghettos, tuant, dans l'œuf, les tensions raciales qui avaient failli détruire le pays à ses débuts. En parallèle du logement, le gouvernement a mis en place un autre outil de contrôle et de prospérité, le Central Provident Fund, ou CPF. Il s'agit d'un système d'épargne forcée. Chaque mois, un pourcentage significatif du salaire de chaque employé, ainsi qu'une contribution de l'employeur est versée sur un compte personnel. Cet argent ne peut être utilisé que pour des objectifs bien précis, définis par l'État. Acheter un logement, financer les études des enfants, payer des soins de santé et bien sûr pour la retraite. Ce système a eu un double effet. D'une part, il a créé une population incroyablement responsable et prévoyante, évitant la charge d'un État-providence coûteux.
D'autre part, il a fourni au gouvernement une immense réserve de capital domestique qu'il a pu réinvestir dans les infrastructures et les entreprises stratégiques de paix du pays, finançant ainsi sa propre croissance. Une nation sans ressources naturelles n'a qu'une seule richesse, son peuple. Lee Kuan Yew l'avait compris mieux que personne. Il a donc lancé une véritable obsession nationale pour l'éducation. L'objectif était de transformer une population de travailleurs peu qualifiés en une élite intellectuelle capable de rivaliser avec les meilleurs du monde. Le système éducatif singapourien est devenu l'un des plus performants, mais aussi l'un des plus brutaux au monde. C'est une méritocratie impitoyable, où les élèves sont évalués et classés dès leur plus jeune âge. La pression est immense, la compétition féroce. La langue anglaise a été imposée comme langue de travail et d'enseignement pour connecter le pays au commerce mondial, tandis que le mandarin, le malais et le tamoul ont été conservés pour préserver l'identité culturelle. Cet investissement massif dans le capital humain a permis à Singapour de monter en gamme, passant des usines d'assemblage aux semi-conducteurs, puis à la finance et à la biotechnologie. Le succès de Singapour n'est pas seulement économique, il est aussi géopolitique. Située à l'entrée du détroit de Malacca, l'une des voies méridiennes des voies maritimes les plus importantes dominant du monde, l'île a su transformer sa position géographique en un atout stratégique majeur. Elle est devenue un port incontournable, le plus grand port de transbordement de conteneurs de la planète. Mais sa véritable habileté a été de naviguer avec une neutralité pragmatique entre les grandes puissances. Singapour est un allié militaire proche des États-Unis, tout en étant le plus grand investisseur étranger en Chine. Elle a développé le concept de la crevette empoisonnée. Assez petite pour ne menacer personne, mais assez armée et connectée pour que quiconque essaierait de l'avaler s'en repente amèrement. Cette diplomatie d'équilibriste lui a permis de prospérer dans une région souvent turbulente, en étant l'ami de tous et l'allié fidèle de personne, sauf de ses propres intérêts. L'un des aspects les plus uniques du modèle singapourien est la fusion quasi totale entre l'État et le monde des affaires. Le gouvernement n'est pas seulement un arbitre ou un régulateur, il est le plus grand acteur économique du pays. À travers deux fonds souverains colossaux, Temasek Holdings et GIC, l'État possède des participations majoritaires dans des entreprises clés de tous les secteurs. La compagnie aérienne, Singapore Airlines, le groupe de télécommunications Singtel, la banque DBS, le gestionnaire portuaire PSA. Ces entreprises ne sont pas des dinosaures étatiques inefficaces. Elles sont gérées comme des multinationales privées, avec un objectif de rentabilité maximale. Ce modèle, souvent qualifié de capitalisme d'État, permet au gouvernement de diriger l'économie avec la précision d'un PDG, en investissant massivement dans les secteurs d'avenir et en s'assurant que les profits générés reviennent, en théorie, à la nation. Ce dirigisme économique a permis à Singapour d'anticiper les grandes mutations de l'économie mondiale et de se réinventer constamment. Dans les années 70 et 80, le pays a misé sur l'industrie manufacturière et électronique. Lorsque la concurrence des pays à bas salaire est devenue trop forte, le gouvernement a décidé de transformer l'île en un centre financier mondial, rivalisant avec la Suisse pour la gestion de fortune. Plus récemment, face à la montée en puissance de la Chine, Singapour a investi des milliards dans les biotechnologies, la recherche médicale et l'intelligence artificielle. Cette capacité à pivoter rapidement, dictée par un petit groupe de technocrates au sommet de l'État, est un avantage que les démocraties, avec leur processus de décision lent et leurs lobbies contradictoires, peuvent difficilement égaler. L'État stratège de Singapour pense en termes de décennies, pas de cycles électoraux de 4 ans. Cependant, ce modèle de perfection planifiée a un coût, et ce coût est profondément humain. La société singapourienne est l'une des plus stressantes au monde. La pression pour réussir, instillée dès l'école, se poursuit tout au long de la vie professionnelle. Les journées de travail sont longues, la compétition est permanente. L'obsession pour la propreté et l'ordre s'accompagne de lois extrêmement strictes. Vendre du chewing-gum est interdit. Le vandalisme peut être puni de coups de bâton. La liberté d'expression est fortement limitée et critiquer le gouvernement peut avoir des conséquences judiciaires très lourdes. C'est une cage dorée. Les barreaux sont confortables, la nourriture est excellente, mais cela reste une cage. Pour beaucoup de Singapouriens, la question se pose, à quoi bon être riche si l'on n'est pas libre de vivre comme on l'entend ? Le miracle économique a également créé l'une des sociétés les plus inégalitaires des pays développés. Si le niveau de vie moyen est extraordinairement élevé, le fossé entre les ultra-riches et les travailleurs pauvres est immense. Pour chaque banquier expatrié vivant dans un penthouse avec piscine à débordement, il y a des travailleurs migrants venus d'Asie du Sud qui construisent ces mêmes tours pour un salaire de misère, vivant entassés dans des dortoirs. Il y a aussi les Singapouriens plus âgés,
qui n'ont pas pu suivre le rythme effréné de la transformation économique et qui survivent en nettoyant les tables dans les centres commerciaux ou en collectant des cartons. Le filet de sécurité sociale est quasi inexistant car le système repose sur la responsabilité individuelle et l'épargne forcée. Si vous tombez, il y a très peu de choses pour vous rattraper. Un autre secret du succès singapourien est son pragmatisme absolu en matière d'immigration. Alors que les pays occidentaux se déchirent sur les questions d'identité et de frontières, Singapour a une approche purement transactionnelle. Le pays a besoin de talents, il les importe. Il a besoin de main-d'œuvre pour la construction, il l'importe. La citoyenneté est accordée non pas sur la base du droit du sol, mais sur la base de la contribution économique et du niveau de qualification. Ce flux constant de talents étrangers a permis de dynamiser l'économie et de compenser un taux de natalité extrêmement bas. Cependant, cela crée aussi des tensions. Une partie de la population locale se sent parfois dépossédée, en compétition avec des travailleurs étrangers pour les emplois et les logements, créant un ressentiment que le gouvernement s'efforce de contenir. Le modèle singapourien a été construit par un homme, Lee Kuan Yew, et une génération de leaders qui partageaient sa vision. Ils ont dirigé le pays pendant plus de 50 ans, assurant une continuité et une cohérence exceptionnelles. Mais cette génération est en train de disparaître. Lee Kuan Yew est décédé en 2015. La question qui hante désormais Singapour est la suivante. Le système qu'il a créé peut-il survivre sans son architecte ? La nouvelle génération de leaders, formée dans le confort et la prospérité, aura-t-elle la même poigne de fer, la même vision à long terme et la même capacité à prendre des décisions impopulaires ? Le pacte social basé sur l'échange de liberté contre la prospérité tiendra-t-il encore lorsque la croissance économique commencera inévitablement à ralentir ? Le monde qui a permis à Singapour de prospérer est également en train de changer radicalement. La mondialisation heureuse des années 90 et 2000 a laissé place à une nouvelle ère de rivalité intense entre les États-Unis et la Chine. Singapour, qui a brillamment joué sur les deux tableaux, se retrouve aujourd'hui dans une position de plus en plus inconfortable. Comment rester un partenaire stratégique de Washington tout en approfondissant ses liens économiques avec Pékin ? La pression monte pour choisir un camp. Toute erreur de calcul diplomatique pourrait avoir des conséquences désastreuses pour cette petite économie totalement ouverte et dépendante du commerce international. Le funambule singapourien risque de tomber si le câble sur lequel il marche venait à se rompre. De plus, la formule même de son succès, le statut de paradis fiscal, est aujourd'hui menacée. Sous la pression des grandes puissances, l'OCDE a mis en place un accord mondial visant à instaurer un impôt minimum de 15% sur les sociétés multinationales. Cela pourrait éroder l'un des principaux avantages compétitifs de Singapour, bien que le pays ait déjà commencé à diversifier son économie vers des secteurs à plus haute valeur ajoutée, comme la technologie et l'innovation. La fin de l'âge d'or de l'optimisation fiscale représente un défi majeur. Singapour doit trouver de nouveaux moyens de rester plus attractif que ses concurrents, dans un monde où les règles du jeu fiscal sont en train d'être réécrites. En interne, le modèle est également confronté à des défis sociaux croissants. Une population vieillissante met le système de santé et de retraite sous pression. Une jeunesse de plus en plus connectée au monde et exposée aux idées démocratiques commence à remettre en question le contrôle strict du gouvernement sur l'information et la politique. Les élections de 2020 ont vu une montée sans précédent de l'opposition, signalant une fissure dans le consensus politique qui a longtemps prévalu. Le gouvernement doit trouver un moyen de se libéraliser suffisamment pour satisfaire les nouvelles aspirations de sa population, sans pour autant perdre le contrôle qui, selon lui, est essentiel à la stabilité et à la prospérité du pays. C'est un équilibre extraordinairement difficile à trouver. Alors, pourquoi personne n'ose copier ce modèle ? La première raison est contextuelle. Le succès de Singapour est le produit de circonstances uniques. Une petite taille, une situation de crise existentielle, une population malléable et un emplacement géographique stratégique. Il est impossible de transposer cette formule à un grand pays diversifié avec une longue histoire démocratique. Tenter d'imposer un contrôle social de type singapourien en France ou aux États-Unis provoquerait une révolution. Le modèle n'est tout simplement pas exportable. Il est une création sur mesure, conçue pour un lieu et une époque bien précis. La deuxième raison est idéologique. Le modèle singapourien repose sur une philosophie qui est en contradiction directe avec les valeurs des démocraties libérales. Il part du principe que le bien-être collectif, tel que défini par une élite éclairée, est plus important que les droits et libertés individuelles. Il privilégie l'ordre à la créativité, la discipline à l'initiative, la communauté à l'individu. Pour de nombreux pays, le prix à payer en termes de liberté fondamentale est tout simplement trop élevé, quelle que soit la promesse de richesse matérielle. Ils ne sont pas prêts à faire le même pacte que les Singapouriens ont accepté,
ou ont été contraints d'accepter, il y a plus de 50 ans. Enfin, il faut un type de leadership très particulier pour mettre en œuvre un tel modèle. Il faut des dirigeants prêts à planifier sur 50 ans, à prendre des décisions brutales et impopulaires et à résister à la tentation du populisme et des gains à court terme. Il faut des technocrates brillants et une administration publique totalement imperméable à la corruption. Cette combinaison est extraordinairement rare. La plupart des politiciens sont concentrés sur la prochaine élection, pas sur la prochaine génération. Lee Kuan Yew et son équipe étaient une anomalie historique. Tenter de reproduire leur travail sans leur vision et leur discipline reviendrait à essayer de construire une montre suisse avec un marteau et une enclume. Le cas de Singapour nous force à nous poser une question fondamentale sur la nature du progrès. Qu'est-ce qu'une société réussie? Est-ce celle qui offre le PIB par habitant le plus élevé, les rues les plus propres et les meilleurs résultats scolaires? Ou est-ce celle qui garantit à ses citoyens le droit de s'exprimer, de contester, de créer et même d'échouer? Singapour a fait un choix radical. Elle a choisi la prospérité matérielle et l'ordre collectif au détriment de la liberté individuelle et du désordre créatif. Le résultat est une métropole éblouissante, efficace et sûre, mais qui peut parfois sembler stérile et sans âme pour un regard extérieur. Finalement, l'histoire de Singapour n'est pas un manuel à suivre, mais plutôt un miroir tendu à nos propres sociétés. Elle nous montre ce qui est possible lorsque l'on donne un pouvoir quasi absolu à une vision à long terme. Elle expose le compromis permanent entre la liberté et la sécurité, entre la croissance et l'équité. Le modèle singapourien est la preuve qu'il existe d'autres chemins vers la modernité que celui de la démocratie libérale occidentale. Un chemin plus rapide, peut-être plus efficace, mais qui exige des sacrifices que peu d'entre nous seraient de prêts à consentir. C'est le secret à 1000 milliards de dollars de Singapour, un secret qui, une fois révélé, nous laisse avec plus de questions que de réponses sur l'avenir de nos propres nations. Singapour est donc une anomalie, un chef-d'œuvre de planification autoritaire qui a transformé un marécage en métropole. Sa formule, stabilité politique forcée, magnétisme fiscal, ingénierie sociale et vision à long terme, a fonctionné de manière spectaculaire. Mais ce modèle est aujourd'hui à la croisée des chemins. Confronté à un monde en mutation, à une population vieillissante et à de nouvelles aspirations démocratiques, le système doit prouver qu'il peut s'adapter sans se briser. L'ère des décisions faciles et de la croissance explosive est peut-être terminée. L'avenir de Singapour dépendra de sa capacité à réinventer son propre miracle. La question n'est plus de savoir si d'autres pays oseront copier Singapour, mais si Singapour elle-même peut continuer à être Singapour. Et vous, seriez-vous prêt à échanger une partie de vos libertés contre une garantie de prospérité économique? Dites-le nous dans les commentaires.